Bonjour, bienvenue au cours d'analyse appliquée pour les mécaniciens. Aujourd'hui, nous allons étudier les bases hilbertiennes et les familles totales pour l'approximation d'un élément d'un espace d'Hilbert. Dans nos cours précédents, nous avons étudié les équations variationnelles et leur lien avec des équations aux dérivées partielles. Nous avons introduit la notion des formulations fortes et des formulations faibles. Formulation forte étant l'équation dérivée partielle ou l'équation différentielle traditionnelle. La formulation faible étant l'équation variationnelle associée à l'équation dérivée partielle qu'on étudie. Nous avons vu que les passages d'une à l'autre s'est fait à l'aide des sous-espaces denses. Nous avons présenté deux sous-espaces denses particulièrement utiles ayant une interprétation mécanique. L'espace des fonctions constantes par morceau et l'espace des fonctions indéfiniment dérivables à valeur nulle et dont toutes les dérivées s'annulent sur la frontière. Nous avons vu aussi comment utiliser ces idées pour faire du calcul numérique, pour obtenir une approximation de la solution. Nous partons de la formulation faible, c'est-à-dire d'une équation variationnelle. Nous introduisons un ensemble phi1, des fonctions qui vont nous aider à approcher la solution U de cette équation variationnelle. Nous considérons l'espace formé par les combinaisons linéaires des éléments de Bn. Et nous allons poser un nouveau problème variationnel posé sur Vn, dans lequel nous cherchons un élément de Vn qui vérifie l'équation variationnelle pour tout élément de Vn. Nous avons vu aussi que la détermination de l'approximation se fait à l'aide d'un système linéaire. En effet, la condition PNU appartient à Vn veut dire que PNU est une combinaison linéaire des éléments phi indice J. D'autre part, nous avons l'équation variationnelle qui doit être vérifiée pour tout élément de Vn. En particulier, si nous prenons V égale à phi I, nous obtenons une équation. L'ensemble de ces équations forme un système linéaire A fois U égale à B, où A indice J est A calculé en phi J, BI est F calculé en phi I, et l'élément U est un vecteur d'inconnu contenant les coefficients de l'approximation. Donnons un exemple. Par exemple, déterminons une dérivée variationnelle. La dérivée variationnelle s'obtient à l'aide d'une formule d'intégration par partie. En effet, nous avons l'intégrale d'AB de W'(V) qui s'écrit comme W de B V de B moins W dA V dA moins l'intégrale de W V'. Nous pouvons considérer cette égalité comme une équation variationnelle. Nous posons U égale à W', A de UV égale à l'intégrale d'AB du UV de X et F de V comme étant W de B, V de B, moins W dA, V dA, moins l'intégrale d'AB de W V'. Cette notation nous permettra de déterminer W'. Par exemple, considérons W de x égale à x3 et phi de x égale à x à la puissance i-1. Nous pouvons appliquer la méthode précédente, former les systèmes linéaires et déterminer les coefficients de l'approximation. Voici les résultats que nous obtenons avec n égale à 7.
Comme nous voyons, le résultat est très proche de la valeur réelle de la dérivée. Considérons la même fonction, mais maintenant prenons une base formée de fonctions trigonométriques à laquelle nous additionnons la fonction constante égale à 1. Voici les résultats lorsque nous utilisons 13 termes pour l'approximation. Voici un autre exemple. W de x égale à x puissance 3 sinus de πx, toujours en utilisant des polynômes. Voici les résultats. En utilisant la base trigonométrique que nous avions introduite précédemment, voici les résultats, qui est d'une qualité proche. Encore un exemple avec la fonction x puissance 4 cosinus de πx et une base polynomiale. Voici les résultats pour n égale à 7. Et voici les mêmes exemples avec une base trigonométrique. Cette manière n'est pas la seule manière pour déterminer une dérivée faible. Nous pouvons, par exemple, déterminer une approximation de W en utilisant la base, puis dériver cette approximation. Ceci correspond à prendre comme équation W moins U égale à 0, c'est-à-dire A du V égale à l'intégrale du fois V et F du V égale à l'intégrale de W fois V. Il s'agit de déterminer la projection orthogonale de W sur les sous-espaces engendrés par φ. Une fois cette projection orthogonale déterminée, nous pouvons la dériver pour obtenir une approximation de W'. Voici un résultat pour x puissance 4 cosinus de πx utilisant la famille polynomiale. Et voici les résultats en utilisant la famille trigonométrique. Il nous faut cependant une méthode pour choisir φ. Rappelons que la solution U est un élément d'un espace d'Hilbert V. Idéalement, nous devions pouvoir approcher U quel qu'il soit, c'est-à-dire tout élément de V doit pouvoir être approché à l'aide de φ. Cette propriété correspond à une notion précise, la notion des combinaisons linéaires finies qui forment un espace dense. C'est-à-dire que nous devons choisir φ, la famille φ, avec n qui commence à grandir et va jusqu'à l'infini, de telle manière que les sous-espaces formés par les combinaisons linéaires finies des éléments de cette famille soient denses dans V. C'est-à-dire que pour tout élément V de V, il existe une suite d'éléments de cet espace de combinaisons linéaires qui convergent vers V. Cette notion correspond à celle des familles totales. Par exemple, nous pouvons considérer une famille φ d'ici indexée par les naturels. L'ensemble des combinaisons linéaires finies des éléments de cette famille a une propriété de densité. Il est dense dans l'espace V, c'est-à-dire que pour tout élément V appartenant à V et tout epsilon positif, il existe une combinaison linéaire finie d'éléments de la famille, notée V indice epsilon, qui se trouve à une distance inférieure ou égale à epsilon de V. Nous pouvons donc approcher tout élément de V par une combinaison linéaire d'éléments de la famille. Une alternative consiste à considérer plusieurs familles.
c'est-à-dire plusieurs sous-espaces qui peuvent être indexés par un indice n. Pour chaque indice n, nous considérons des combinaisons linéaires d'éléments des phi indice n. Nous avons alors une propriété qui sera exigée. Ce sera la réunion des Vn qui doit être dense dans V. Cette approche mène aux éléments finis, au volume fini, aux méthodes spectrales en général. Il nous faut aussi définir un cadre précis où cette démarche est possible. Ce cadre est fourni par les espaces séparables, c'est-à-dire les espaces où il existe une famille totale dénombrable. On peut démontrer que les espaces de Sobolev sont séparables. L2, H1, H01 sont des espaces séparables. Nous pouvons donc, dans ces espaces, considérer des familles totales dénombrables. Il faut aussi noter qu'on peut orthonormaliser la famille. Puisque nous avons un produit scalaire, nous pouvons appliquer une procédure de Gram-Schmidt et créer une famille orthonormée à partir de la famille totale considérée. Nous avons alors une base hilbertienne orthonormée. Les bases hilbertiennes ont de nombreuses propriétés. Elles sont l'analogue des bases orthonormées dans un espace de dimension finie. Notamment, on peut déterminer la projection orthogonale en faisant des produits scalaires comme on indiquait dans les petits 2 de ce théorème. On peut aussi calculer la norme d'un élément en faisant la somme des carrés de ses composants, comme indiqué dans les 4 ci-dessus. On peut aussi calculer un produit scalaire de deux éléments en faisant la somme des produits scalaires par les éléments de la base, c'est-à-dire des coefficients dans les éléments de la base, comme indiqué dans les 6 ci-dessus. Et enfin, toute combinaison des éléments de la base hilbertienne, telle que la somme des carrés des coefficients converge, est un élément de l'espace de Hilbert. Mais comment pouvons-nous construire une famille totale dans toute sa généralité? La réponse est donnée par des opérateurs compacts autoadjoints. Commençons par la notion d'opérateur compact. Un opérateur compact est un opérateur qui transforme la convergence faible en convergence forte, c'est-à-dire une application T dit V dans V, telle que si UN converge faiblement vers U, alors T du N converge fortement vers T du U. Un exemple simple est donné dans L2 diab. Si vous considérez T du V comme application qui avait associé la solution de l'équation différentielle T du V' égale à V, T du V dia égale à 0, nous aurons un opérateur compact. En effet, si UN converge vers U, T du N dx converge vers T du dx pour tout x appartenant à AB. De plus, comme nous l'avons déjà vu, si la suite est faiblement convergente, alors elle est bornée. Or, si elle est bornée, nous pouvons majorer T du N dx moins T du N dy par une constante racine des modules d'y moins x. Nous avons donc une propriété d'équicontinuité de la famille. Et les théorèmes d'Arzelà-Ascoli montrent que T du N converge vers T du U uniformément. D'où nous déduisons que T du N converge vers T du U dans L2 DAB. Nous avons donc bien un opérateur compact. Voyons maintenant la notion d'opérateur autoadjoint. L'opérateur est autoadjoint si son produit scalaire T du V est égal au produit scalaire du U par T du V. À nouveau, nous pouvons faire appel à des opérateurs différentiels, comme les précédents, mais d'ordre 2. Par exemple,
définissons t de v comme étant la solution de l'équation différentielle t de v seconde égale à v avec des conditions nulles sur les bords. Nous pouvons calculer facilement le produit scalaire de t du par v. C'est égal à l'intégrale de v t du ds. Mais v est égal à la dérivée seconde de t du v. Nous pouvons donc utiliser une intégration par partie pour obtenir que t du scalaire v est égal à moins t du prime t du v prime qui est égal à u t du v. Nous avons donc bien un opérateur auto-adjoint. Ainsi, nous pouvons créer des opérateurs linéaires compacts auto-adjoints en utilisant l'inversion d'un opérateur différentiel d'ordre pair. Ça s'applique aux Laplaciens, aux dérivées secondes, à d'autres opérateurs différentiels d'ordre pair avec des conditions nulles sur la frontière. Le résultat principal est le suivant. Si V est un espace d'Hilbert séparable et T est un opérateur linéaire compact auto-adjoint, alors les vecteurs propres de T forment une famille totale. Par conséquent, nous pouvons orthonormaliser cette famille et créer une base hilbertienne. Ainsi, sous ces mêmes conditions, il existe une base hilbertienne orthonormée formée de vecteurs propres de T. À titre d'exemple, construisons une famille totale en utilisant l'opérateur d'ordre 2 que nous avons introduit précédemment. Considérons l'intervalle 0,1. Si nous cherchons un vecteur propre ou une fonction propre, nous devons avoir t de v égale à lambda v. En remplaçant cette expression dans l'équation différentielle, nous obtenons lambda v seconde égale à v, lambda v de 0 égale à lambda v de 1 égale à 0. Nous devons avoir lambda différent de 0. Dans le cas contraire, v égale à 0 et il ne s'agit pas d'un vecteur propre. Nous avons alors v seconde égale à eta v, eta étant égal à 1 sur lambda, et v de 0 égale à v de 1 égale à 0. La solution de cette équation correspond à des sinus. V indicienne égale à sinus de n pi x avec eta égale à moins n2 pi au carré et lambda égale à moins 1 sur n2 pi 2. Ainsi, les fonctions trigonométriques forment une famille totale dans L2 de 0,1. Elles peuvent être orthonormées de manière à former une base hilbertienne. Une deuxième famille totale résulte du théorème de Stone-Weierstrass, dont l'énoncé est le suivant. Si f est continu sur l'intervalle AB, alors il existe une suite de polynômes qui convergent uniformément vers f sur AB. Ainsi, l'ensemble des polynômes est dense dans les fonctions continues. Or, d de AB est un sous-ensemble de l'ensemble des fonctions continues. Donc, l'ensemble des polynômes est dense dans d de AB, qui à son tour est dense dans L2 de AB. Donc, l'ensemble des polynômes est dense dans L2 de AB. Nous obtenons alors, en orthonormalisant, des polynômes orthogonaux qui forment des bases hilbertiennes. Vous trouverez dans la littérature d'autres familles totales, comme les éléments finis, les volumes finis, les ondelettes. Quelle que soit la famille totale choisie, la démarche numérique est la même. Nous partons de l'équation variationnelle, nous introduisons nos approximations formées par la famille totale, nous approchons l'équation variationnelle en réduisant les calculs à un sous-espace Vn de dimension finie et tout est transformé dans un système linéaire AU égale à B, où A et J est A calculé en phi phi J, BI égale à F de phi I, et U
est le vecteur d'équation inconnue U1, UN qui doit être déterminé. Voici un exemple où nous avons à gauche les résultats d'un calcul élément fini fourni par la toolbox PD Tool de MATLAB et à droite une approximation trigonométrique avec 100 éléments. Nous avons donc réussi à avancer beaucoup dans notre projet de reconstruire l'analyse à partir de la notion du travail. Notamment, nous avons redéfini les dérivés, la valeur ponctuelle. Nous avons obtenu une nouvelle méthode pour la résolution des équations aux dérivées partielles basée sur les équations variationnelles et les familles totales. Cependant, nous observons que le travail est une variation d'énergie. Il reste alors une question ouverte. Pouvons-nous, à la place de considérer le travail, considérer directement l'énergie? En effet, il est possible de relayer l'énergie et le travail à l'aide des outils de calcul de variation et de l'optimisation. Ceci sera l'objet des prochains cours. Merci, au revoir.